Bonjour à tous. On va reprendre ces sessions d'après-midi, si vous voulez, sur le thème de l'obstétrique, avec une session un petit peu particulière, qui est une session de partenariat entre le carreau que vous connaissez et le CAMR de l'ASFAR, qui est le club d'analyse et de maîtrise du risque, qui est très productif au sein de l'ASFAR et pour lequel on a des travaux communs. Donc Alexandre Tessins, qui est le président du CAMR, nous fait l'honneur d'être le modérateur de cette session d'après-midi. Peut-être en deux mots, Alexandre, qu'est-ce que le CAMR au sein de l'ASFAR? Le co-modérateur. Merci à tous d'être là. Ravi de voir que le sujet commun des risques en obstétrique intéresse tout le monde et remplit cette salle. Alors, on a des liens étroits entre le comité analyse et maîtrise du risque et le carreau, alors parce qu'on partage des thématiques communes. L'obstétrique est une spécialité où le risque existe, doit être évalué et maîtrisé. Et puis surtout, on a Estelle qui est membre du comité analyse et maîtrise du risque et puis qui est très impliquée dans le carreau puisqu'elle en est la présidente, comme vous le savez. Alors nous, on s'intéresse à des thématiques larges et variées, aux risques liés aux facteurs humains, au matériel ou aux médicaments, des problématiques que vous retrouvez en obstétrique dans les salles de naissance. Et on a produit plusieurs outils, plusieurs textes sur ces sujets-là, en particulier l'obstétrique. Vous connaissez tous les aides cognitives, dont une partie a été déclinée sur la thématique d'obstétrique et les situations à risque. Voilà, donc on va commencer cette session avec les différents orateurs que je te laisse présenter. Bien sûr, donc la session culture de la sécurité en maternité va se décliner en 4 présentations successives. Donc nous aurons en premier, on va lui laisser la parole, donc Agnès Legouez, qui travaille à la maternité de Béclair et qui va nous présenter Catastrophe en maternité, comment être prêt et efficace en équipe. Bonjour à tous, merci pour cette invitation à parler de comment je m'organise en équipe quand je dois faire face à une catastrophe en maternité. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet. Alors, on va voir comment on peut se préparer en amont, avant que la catastrophe arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer et travailler les compétences en équipe? On va voir ce qu'on peut faire le jour J, quand on sait que la catastrophe est là. On va voir très rapidement pendant la catastrophe. Et puis, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire après pour nous aider à progresser? Alors, en amont, quand on ne sait pas encore qu'il y a une situation critique en maternité, mais quand on s'y prépare, comme vous savez le faire dans vos maternités, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut apprendre à former une bonne équipe. Alors, une bonne équipe, évidemment, il faut qu'individuellement, les gens qui forment cette équipe soient bons, mais comme l'illustre très bien cette photo, ce n'est pas suffisant pour que l'équipe performe correctement. On peut peut-être d'abord se demander ce que c'est qu'une équipe. Une équipe, il y a une définition médicale que vous retrouvez dans la littérature, que je vous livre telle qu'elle. C'est un ensemble identifiable de 2 personnes ou plus qui interagissent de manière dynamique, interdépendante et adaptée vers un but, un objectif, une mission commune et valorisée, qui se sont chacune vues affecter des rôles et fonctions spécifiques et dont la durée du mandat au sein de l'équipe est limitée. J'avoue que ça ne m'a pas beaucoup aidé pour préparer le topo, mais il y a quand même des éléments qui sont intéressants, notamment je pense à chacun à son rôle et sa fonction spécifique. Je pense que ce sont des choses à retenir quand on travaille en équipe. Alors, est-ce que ça a des implications, ce travail d'équipe, dans la pratique clinique? Eh bien, la littérature essaye de montrer qu'il y a un lien empirique entre le travail en équipe, la coordination, le respect mutuel, la clarté des rôles, et le devenir du patient, en termes de mortalité, d'infections nosocomiales, d'événements indésirables, des complications. Ce lien empirique, on peut le comprendre, mais est-ce que c'est vraiment prouvé dans la littérature que les équipes qui performent bien sauvent mieux les patients? Alors, ça a été montré un petit peu en simulation. Vous voyez cette étude qui étudie la relation entre le comportement d'équipe et les performances. Donc, ils ont fait passer 19 équipes de 6 membres, des obstétriciens et des sages-femmes, sur des scénarios d'éclampsie filmés. Et ensuite, ces films ont été analysés par psychologues, obstétriciens, sages-femmes et des experts en communication pour évaluer le comportement de groupe en termes de leadership, de communication, de répartition des tâches et de comportement individuel dans l'équipe. Avec un objectif médical à cette prise en charge d'éclampsie filmée, on peut discuter, mais leur objectif, c'était que le sulfate de magnésium soit administré en moins de 10 minutes. Donc sur ces équipes, il y a 12 équipes qui ont bien performé, c'est-à-dire qui ont atteint cet objectif, et il y a 7 équipes qui n'ont pas atteint cet objectif, et notamment une équipe qui n'a même pas discuté du sulfate de magnésium au bout de 10 minutes. Et en fait, l'analyse de ces vidéos a montré que les équipes les plus performantes, celles qui avaient atteint l'objectif clinique, c'était celles qui reconnaissaient l'urgence le plus précocement, à haute voix,
celles qui communiquaient en boucle fermée et les équipes pour lesquelles il y avait 2 fois moins d'entrées-sorties de la pièce, donc qui étaient plus organisées. Donc un lien en tout cas dans ces sessions de simulation entre une équipe qui fonctionne bien, qui se comporte bien et des performances cliniques. Alors dans la vraie vie, ça existe aussi. Vous voyez, cette équipe a filmé des scénarios de réa-néonates de la vraie vie et les 43 vidéos ont été revues par 4 experts indépendants. Et on obtient cette espèce de courbe dose-réponse là. Plus les équipes sont fortes sur le plan non technique, donc ce qu'on a dit, communication, organisation, leadership, et bien plus leur performance clinique est élevée, avec un risque relatif multiplié par 5. Et les paramètres les plus corrélés à cette performance dans la vraie vie, c'était le leadership et le travail en équipe. Donc un intérêt finalement à ce que les équipes fonctionnent bien. Quand elles fonctionnent bien, elles ont des meilleurs résultats cliniques. Alors est-ce qu'on peut entraîner les équipes ? Est-ce que ça fonctionne? J'ai une équipe avec sa performance de base, qui est ce qu'elle est, je l'entraîne et au bout de la chaîne, est-ce que je vais améliorer l'outcome de mes patients, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse? Eh bien, en tout cas, c'est ce que croient les Américains. Les Américains, ils ont mis en place en 2008 le programme STEAM Steps, je ne sais pas si vous connaissez. C'est stratégie et outils pour améliorer la performance d'équipe et la sécurité des patients. Ils ont mis ça en place parce qu'en 2008, il y a eu le rapport To Err is Human, si vous connaissez, qui montrait que la 3e cause de décès aux États-Unis, c'était les erreurs médicales. Donc ce concept consiste en l'association de plusieurs skills, plusieurs compétences, le leadership, la communication, le support mutuel et le monitorage de la situation, qui s'associent à la structure de soins, les soignants, mais aussi le patient, et puis les fonctions support, les labos, la radio, la manutention, voilà, tout ce que vous voulez. Et l'ensemble de la structure de l'équipe et de ses compétences va permettre de consolider les résultats liés à l'équipe. Donc ça a été mis en place aux États-Unis et puis ça s'est répandu dans le monde. Et je vous signale que l'HAS a aussi mis en place le programme PACT. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors on n'est pas sur du 2008, on est plutôt sur 2018. Mais c'est un programme d'amélioration continue du travail en équipe qui permet en fait de diminuer la survenue d'effets indésirables et de sécuriser l'organisation de la prise en charge. Donc je vous invite à regarder le site de l'HAS où vous verrez qu'en fait ils ont réfléchi sur plein de choses et notamment sur le travail en équipe avec cette proposition de vous aider à travailler chez vous en équipe. Alors est-ce que la simulation peut être un moyen d'entraîner les équipes à fonctionner correctement ? Eh bien, il y a des domaines où il y a une amélioration clinique constatée pour nos patientes, notamment en obstétrique, sur la gestion de la dystocie des épaules, de l'accouchement par forceps, sur les césariennes en urgence, l'hémorragie du postpartum et la réanimation néonatale. Ça, c'est prouvé dans la littérature que la simulation permet d'améliorer les équipes et entraîne une amélioration clinique. En anesthésie obstétricale, la simulation améliore la performance individuelle et la performance d'équipe, c'est ce qu'on cherche à faire, à progresser en équipe, améliore l'aisance devant des situations difficiles avec un S, le comportement, les connaissances dans le domaine de la sécurité du patient au moins sur 1 an. Pour l'outcome du patient, il n'y a pas de données dures, mais c'est plutôt des tendances où probablement que la simulation, en améliorant les performances d'équipe, améliore l'outcome du patient. Est-ce que la simulation in situ fait mieux que la simulation en laboratoire? Quelques données, notamment cette étude où ils font de la simulation régulière aux urgences pédiatriques et ils sont aperçus que grâce à ces sessions régulières, ils amélioraient le temps de réponse devant une situation clinique qui se dégrade, ils amélioraient la revue des dossiers par les consultants, ils amélioraient les transferts des patients en réanimation. Donc, un impact de l'entraînement en équipe par la simulation in situ qui entraîne un impact clinique pour les patients. Cette revue systématique publiée en 2020 sur la simulation in situ, donc 9 études, il n'y a pas d'études randomisées, mais plutôt des grosses études de cohorte. Vous voyez qu'il n'y en a que 2 dans le domaine de l'obstétrique. La simulation in situ, le problème, c'est que parfois, c'est ce qui est étudié, et puis parfois, ça fait partie finalement d'un programme plus large d'amélioration des soins. Donc, c'est difficile de dire si c'est que la simulation, mais à retenir que quand on s'entraîne en équipe par la simulation, eh bien, on est des meilleures équipes. Donc, pour se préparer en amont aux catastrophes, eh bien, on peut s'entraîner par la simulation et notamment la simulation in situ.
Il y a d'autres petits trucs pour s'entraîner avant que la catastrophe arrive. Par exemple, c'est de réfléchir à une organisation spatiale, réfléchir à l'avance en fonction de vos structures, vos locaux et le nombre de personnes que vous êtes en garde. Ma collègue, par exemple, Dr Ayoub, a réfléchi en maternité comment on s'organise, nous, dans nos salles de naissance, s'il y a un arrêt cardiaque qui survient, avec le positionnement des intervenants. On a réfléchi également à un poste d'accueil du SAMU pour éviter qu'il y ait trop de personnes en même temps qui s'occupent du patient. Eh bien, on a réfléchi à l'avance à l'organisation spatiale. Et puis, on peut également réfléchir au scénario d'urgence, par exemple, le protocole césarienne code rouge, où en fait, il est écrit en collaboration avec les intervenants et où chacun connaît ainsi à l'avance son rôle précis en cas de situation critique. Donc, avant la catastrophe, on peut donc faire des programmes de formation au travail en équipe, notamment par la simulation, dont la simulation in situ. On peut réfléchir aux organisations spatiales de gestion de certaines situations de crise, et puis on peut écrire des procédures code rouge et les diffuser. Alors maintenant, on va voir le jour J. Quand la catastrophe arrive, on sait ce que c'est, et il faut d'abord former cette fameuse équipe. Alors la sage-femme, par exemple, je pense reprendre la césarienne code rouge, elle doit appeler en même temps l'obstétricien, l'interne d'obstétrique, l'anesthésiste, l'IAD, l'interne d'anesthésie, la pédiatre, et puis crier à l'infirmière et au brancardier qu'on passe en césarienne code rouge. Donc il y a des moyens tout simples qui permettent de faire un appel simultané de tous ces intervenants. Il n'y a pas de littérature, bien sûr, mais c'est du bon sens. Ça permet de n'oublier personne et de coordonner tous les appels en même temps. L'autre chose qu'on doit faire le jour J, pendant une situation critique, c'est définir un leader. Alors, en anesthésie obstétricale, le leader, c'est bien sûr l'anesthésiste, mais vous savez qu'il y a souvent un co-leadership avec l'obstétricien. Mais c'est important d'identifier qui va prendre en charge le chef, finalement, de cette situation de crise. Je ne sais pas si vous connaissez ce diagramme sur les compétences des pilotes d'aviation. Les pilotes, ils doivent connaître bien sûr le pilotage, ils doivent aussi connaître les procédures, et puis de façon importante, ils doivent connaître les CRM. Le CRM, c'est ce qu'on appelle le Crisis Resource Management. Donc, ils doivent apprendre à prendre des décisions, à gérer la charge de travail, à avoir conscience de la situation. Donc ça, c'est les compétences qu'on demande aux pilotes d'aviation. Et je trouve qu'il y a un parallèle qu'on peut faire avec les compétences qu'on demande à l'anesthésiste dans ces situations. Il doit avoir des compétences techniques, connaître les gestes techniques, connaître les protocoles, connaître les situations. Et puis, de la même façon, il doit avoir le savoir-être et connaître les CRM. L'autre chose qui est importante, qui n'est pas souvent mentionnée, à mon sens, c'est la connaissance de soi. C'est assez renforcé, ça, chez les pilotes. Ils doivent apprendre à détecter la fatigue, ils doivent apprendre à détecter quand il y a un événement personnel qui les a impactés et qui va, du coup, impacter probablement leur prise en charge de leurs 360 passagers dans leur Airbus. Et donc, ça commence à être développé un petit peu en anesthésie. Je pense notamment aux anesthésistes anglo-saxons qui, à mon sens, ont toujours un petit coup d'avance sur pas le bien-être au travail, mais sur la connaissance de soi. Et ils proposent cette checklist avant que l'anesthésiste prenne sa garde, tout simplement, de se faire une auto-évaluation. Eux, c'est surtout un combat contre les effets nocifs de la fatigue, mais vous voyez qu'ils prennent en compte le stress, la prise d'alcool récente, etc. Donc voilà, un petit aparté pour la connaissance de soi qui peut nous aider dans ces gestions de crise. Donc puisqu'on est sur l'aviation, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ça. Ça, c'est un décollage dans le brouillard. Je ne sais pas s'il y en a qui pilotent des avions, ce n'est pas mon cas, mais j'imagine que ce n'est pas la situation préférée des pilotes au décollage. Et donc, comment ils gèrent ça, les pilotes au décollage? Eh bien, ils font un briefing d'équipe. Ils font un briefing d'équipe sur le mode threat and errors, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de dépister en anticipation quelles sont les menaces et les erreurs qui pèsent sur, en l'occurrence, ce décollage dans le brouillard et qui peuvent engendrer des difficultés, un état indésirable, comme c'est pudiquement écrit ici. Et donc, dans ce briefing d'équipe, ils encouragent le oser dire, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de donner son avis sur ce qu'il faut anticiper sur cette situation. Et donc, si on le transpose à notre anesthésie obstétricale, par exemple, vous apprenez que vous allez faire une césarienne pour une prééclampsie sévère à 28 semaines et qu'un HELP syndrome sévère à 20 000 plaquettes, eh bien, vous pouvez réfléchir juste avant cette césarienne,
quelles sont les menaces? Les menaces, c'est de faire un hématome périmédulaire avec ses 20 000 plaquettes. Et l'erreur, ce serait de faire une rachianesthésie. Bon, du coup, je vais faire une AG. Ça, vous le faites déjà intuitivement. Mais ça peut être un peu plus poussé. La menace, c'est l'AVC hémorragique pour cette patiente. Si elle fait une poussée d'hypertension à l'induction, je vais aller chercher le rémifentanil. Il va falloir réanimer le nouveau-né, on est à 28 semaines. Est-ce que quelqu'un a bien appelé le pédiatre? Vous voyez, ce raisonnement permet d'anticiper en fait la prise en charge et la prise en charge des points critiques. La patiente va être difficile à intuber parce que c'est un contexte de prééclampsie. Je vais faire un appel à l'aide précoce. Je vais utiliser d'emblée le vidéolaryngoscope. Donc une façon d'identifier ce qui vous menace pour pouvoir anticiper la prise en charge. Il y a d'autres choses qui peuvent vous menacer. L'interne est notre meilleur ennemi. Donc l'interne est en premier semestre. Peut-être que je vais mettre l'IAD à la tête et c'est pas aujourd'hui, mon chéri, que tu vas commencer ta première intubation. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut penser. Ou, en ce qui me concerne plus personnellement, j'ai faim. Le moins grave, ce serait que je sois juste un peu déconcentrée, mais ça vaut peut-être le coup, soit on change de leader ponctuellement, soit je préviens l'IAD avec qui je m'entends bien, écoute, surveille-moi un peu, je meurs de faim, il faut être sûr que je ne fasse pas d'erreur. Voilà, donc ce briefing d'équipe, en fait, il y a une façon de le faire autre que formalisé comme en aviation, c'est la checklist de l'HAS ou de l'OMS. Je ne sais pas si vous la faites, vous, pour les césariennes ou pour les situations critiques. Mais en fait, c'est le but de la checklist, c'est de pouvoir anticiper sur les problèmes éventuels qui peuvent survenir pendant la chirurgie. Donc notamment cette équipe, ils ont décliné la checklist de l'OMS en version obstétricale et ils ont regardé rétrospectivement sur 600 césariennes. La checklist modifiée a permis de diminuer les différences de compréhension de l'indication de césarienne entre l'obstétricien, l'anesthésiste, l'infirmière, le pédiatre. Et donc, ils sont passés de 59% à 80% de concordance entre les 4 intervenants. C'est-à-dire qu'avant cette checklist, il y avait quand même dans 60% des cas quelqu'un qui n'avait pas du tout compris pourquoi on passait en césarienne. Donc, du coup, l'anticipation devient plus difficile si on ne comprend pas pourquoi on est là. Donc, un intérêt à la checklist de l'HAS pour justement se servir dans le briefing d'équipe. Donc, ce briefing d'équipe va améliorer la communication dans l'équipe, améliorer la sécurité de nos patientes et permet d'anticiper la prise en charge. Alors, le jour J, donc pour résumer, on a ce briefing d'équipe, on a définir le leader, on a la connaissance de soi et on a, de façon plus pragmatique, le système d'appel groupé en urgence. Alors, pendant la catastrophe, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Je ne vais pas m'étendre parce qu'en fait, Estelle et Catherine vont vous en parler. Donc, il y a les aides cognitives de crise. Je vous avais mis celle du carreau CAMR, mais Estelle va plus vous détailler. Et puis, les autres points qui sont hyper importants à travailler, mais c'est un topo à part entière avec des référentiels. L'HAS revient encore une fois. Je vous invite à regarder leur site internet attentivement. Sur l'interruption de tâches et la communication, mais ça c'est Catherine qui va pouvoir le faire. Donc pendant la crise, les aides cognitives, l'interruption de tâches et la communication. Et après la crise, et en 3 minutes ça ne me pose pas de problème, on peut faire un débriefing et notamment un débriefing à chaud. C'est ce que proposent ces équipes dans les services d'urgence par exemple, où ils ont mis à disposition des équipes des outils de débriefing à chaud des arrêts cardiaques. Ils ont réussi à faire débriefer 42% des arrêts cardiaques et ils ont observé des modifications de pratique en termes d'équipement, en termes de progression dans les non-technical skills, en termes de formation des gens. Et surtout, le point intéressant, pour 90% des participants, il y a eu des bénéfices psychologiques à ces débriefings à chaud. Alors un débriefing à chaud, ça ne s'improvise pas, évidemment, parce que il faut avoir les bons mots, le bon timing et choisir les bons sujets. Donc, il y a des guides pratiques qui existent. Par exemple, je pense qu'il faut que le facilitateur de ce débriefing soit un peu formé au débriefing d'une façon générale. On peut décider, bien sûr, de quel événement on va discuter. On ne va pas débriefer toutes les pauses de péridurale à la sortie d'une garde, sinon vous allez me détester. Donc, on choisit des événements marqueurs. Par exemple, toutes les patientes qui sont présentées pour une douleur thoracique aux urgences, ou par exemple chaque fois que le chariot d'urgence a été utilisé, ou par exemple les near miss, ou par exemple les erreurs d'administration de médicaments, Marie-Pierre nous en parlera tout à l'heure, ou quand la communication ne s'est pas bien passée. Donc ce débriefing à chaud, il ne s'improvise pas, il se prépare, et si vous pensez que ça peut prendre trop de temps, il y a des gens qui proposent de le faire en 5 minutes sur ce mode un petit peu efficace, de résumer le cas, de dire ce qui s'est bien passé, c'est hyper important, et de voir ce qu'on peut améliorer et qui va les améliorer. Donc, après la catastrophe, le débriefing d'équipe à chaud, voire à froid, voire la RMM,
a toute son importance pour améliorer le travail d'équipe. Donc en conclusion, on a vu que pour améliorer le travail d'équipe dans les situations de crise, on peut se préparer en amont, donc par les formations Team Steps ou Pacte, par la simulation notamment in situ, par une organisation spatiale réfléchie, des procédures code rouge écrits et diffusés et connus, le jour J en faisant un briefing d'équipe, en définissant le leader, en améliorant la connaissance de soi et par le système d'appel groupé. Pendant la crise, ce sera vu tout à l'heure, et après la crise, le débriefing d'équipe à chaud, à froid et les RMM qui permettent, en fait, dans l'espèce de cercle vertueux, de progresser sur la préparation des futures crises. Je vous remercie. Et je fais une petite pub pour le Carreau à Marseille le 12 et 13 mai, j'en profite, et pour le séminaire du Bécard qui aura lieu le 28 et le 29 novembre à Paris. Merci beaucoup Agnès.